c'est La Tronche en biais sur RCN, le bénéfice du doute, numéro 8, qui contrôle Internet. Alors, Internet n'est pas tombé du ciel. C'est un objet technologique et social très complexe. Il nous donne accès à l'information et à la liberté d'expression comme à aucune autre génération dans toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à quelqu'un loin. Nous sommes tous à quelques clics de la plupart des connaissances universitaires du monde, de pointe, et à quelques clics également des millions de contenus de propagande, de réinformation, de communication calibrés pour nous plaire et nous radicaliser. C'est donc aussi un lieu de pouvoir. Ça va, j'ai bon jusque-là? Oui, tout à fait. Dans nos usages, nous votons en quelque sorte avec nos clics, un peu comme les fourmis laissent derrière elles des traces de phéromones qui établissent quelles routes seront principalement empruntées par toute la colonie. Nos choix individuels de navigation co-construisent l'architecture dans laquelle les informations circulent et parviennent jusqu'à nous et jusqu'à nos voisins. Depuis les débuts de l'ère numérique, nous vivons sous le régime de la neutralité du net, on va y revenir, dans lequel tous les bits d'information se valent et sont traités de la même manière par les serveurs. Tel est l'héritage laissé par ceux qui inventèrent les prémices d'Internet il y a 60 ans et qui étaient une population un peu particulière, on pourra aussi y revenir. Mais aujourd'hui, on en est où? Alors aujourd'hui, on est en 2019, les fake news pullulent, les croyances les plus extrêmes exploitent les failles d'algorithmes élaborés pour maximiser la consommation de contenu. La confiance dans les élites est en berne, la population est plutôt pessimiste, surtout en France. On se méfie de tout ce qui ressemble à une parole officielle. De toute évidence, il y a une crise de notre rapport à la vérité, et cette crise s'exprime, se vit et peut-être couve et mijote lentement sur Internet. Alors comme vous, j'aimerais comprendre ce qui nous arrive, et j'aimerais que le plus grand nombre puisse s'aviser des pièges et des éventuelles solutions, si elles existent, qui permettent de les éviter. Parmi ces solutions, il y aurait éventuellement sortir des GAFAM. C'est quoi les GAFAM? On verra ce que c'est. En fait, vous les connaissez. Ce sera le sous-texte de cette émission avec Elzen, qui est là, qui est secrétaire de la Fédération des fournisseurs d'accès Internet alternatif, il nous dira ce que c'est, et qui est aussi un administrateur de l'instance Peertube nommée Skepticon. N'ayez pas peur, tous ces mots sont compliqués, mais en fait, vous allez voir qu'on va tous vous les expliquer. Qui contrôle l'Internet est une question qu'il m'a soufflé lui-même en me rappelant que, pour être indestructible, les concepteurs d'Internet devaient le rendre incontrôlable. La surenchère des contrôles que cherchent aujourd'hui à exercer les puissants peut-elle aboutir à la destruction d'Internet? Bonjour Elzen. Bonjour. Donc, tout ce que je dis est extrêmement grave. Oui, en effet. Est-ce que tu peux nous présenter en gros qui tu es en quelques mots? On reviendra spécifiquement sur Skepticon et sur la FDN en cours de discussion, mais voilà, qu'on sache si tu es un lobbyiste ou si tu viens du monde associatif ou si tu es quelqu'un ou personne. Qui es-tu? Alors, en ce qui me concerne, moi je suis médiateur scientifique et professeur d'informatique, donc voilà. Je suis principalement, enfin je viens du monde associatif, effectivement, je fais beaucoup trop d'associatifs d'ailleurs par rapport à mon temps libre, mais ça je pense que tu connais le problème. Non. Voilà. D'accord, donc tu n'es pas employé par une entreprise pour nous vendre ta vision d'Internet. Absolument pas. Tu connais le milieu associatif, et on parlera des grandes plateformes. Donc les GAFAM, Tout à fait. j'ai dit GAFAM, commençons par ça. C'est quoi les GAFAM pour expliquer aux gens? Alors, GAFAM, c'est le sigle habituel pour désigner 5 grosses entreprises que sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc les géants du numérique? Ce sont les géants d'Internet. Ce sont actuellement, alors j'ai pas revérifié récemment, mais je pense pas que ça ait beaucoup évolué depuis quelques mois. Ce sont les entreprises les plus riches du monde. Apple, en 2018, donc l'année dernière, a été la première entreprise à atteindre les 1000 milliards de capitalisation. Donc, si on les met toutes ensemble, elles sont plus riches qu'un continent? Un truc comme ça? Dans ces eaux-là, oui. Pas mal? Pas mal. Bon, elles sont un peu plus riches que nous et RCN. Alors, bon. elles arrivent... Enfin, elles sont là pour certaines depuis peu de temps, d'autres depuis les débuts. On va remonter le temps. Oui. Internet, c'est quoi? Qui c'est qui le fait? C'est quand? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors comme on n'a qu'une heure, évidemment, ce sera extrêmement brossé vite, mais qu'on comprenne un peu les choses. Tout à fait. Alors, les débuts des travaux sur ce qui allait donner Internet, c'est à la fin des années 60 aux États-Unis et aussi en France, très peu de temps après. Les Français ont commencé pas longtemps après. Donc, du côté des États-Unis, il y avait une grosse demande de la part de l'armée américaine, donc de faire un réseau de communication qui soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, indestructible. Toi qui me l'as dit, hein. Moi je n'ai fait que le... Mais c'est toi qui es le premier à l'avoir dit dans cette émission. Donc c'est moi, Princeps. Voilà.
Donc voilà, le but était de faire en sorte de pouvoir communiquer, c'était les militaires qui demandaient ça, de pouvoir continuer de communiquer quoi qu'il se passe, c'est-à-dire que même si la moitié des bases se font complètement ratiboiser, qu'il y ait toujours moyen de continuer à se coordonner pour contre-attaquer et tout ça. Sauf que les militaires n'avaient pas spécialement les compétences techniques en informatique pour faire ce genre de choses, donc ils se sont tournés vers des gens qui les avaient. Et des gens qui les avaient, c'était les universitaires américains de l'époque, les chercheurs en informatique. Or, il se trouve que fin des années 60, début des années 70, les universitaires américains étaient en moyenne des gros hippies. Voilà. Et c'est là que c'est drôle. Voilà, c'est là que c'est drôle parce que les hippies réfléchissent un peu et se disent... Attends, c'est-à-dire que les militaires ne réfléchissent pas, c'est ça que tu es en train de dire? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je surinterprète ta phrase à dessein. Je surinterprète un peu, oui. Mais voilà, les hippies commencent à réfléchir au projet et se disent, en fait, un réseau, s'il est indestructible, forcément, il est aussi incontrôlable. Parce que contrôler un réseau, c'est menacer, c'est notamment être en position de le détruire. Et donc, si on fait un réseau qui est complètement indestructible, on fait aussi un réseau qui est complètement incontrôlable, ce qui pour des hippies est beaucoup plus intéressant. Ça leur plaisait bien, en fait, cette idée. Voilà. Et l'idée, c'est que si on fait ce réseau-là et qu'on ne le laisse pas uniquement aux militaires, mais qu'on le met à portée de tout le monde, eh bien, on va permettre aux gens d'inventer des manières différentes de faire société parce qu'ils auront des nouveaux moyens de communiquer entre eux. Donc, Internet, aujourd'hui, est l'héritier de la pensée hippie, gauchiste, gauchiaste pour ceux que ça s'amuse. Donc, ceux qui s'amusent à être des petits faf et à commenter partout, sachez que vous le faites grâce à une technologie qui est l'héritière d'une pensée qui permet aujourd'hui que vous soyez libre de vous exprimer. Tout à fait. Alors, voilà. Je ne sais pas si gauchiste est le mot pour des Américains. Non, j'en sais rien, mais... Donc c'est amusant de voir le décalage de... Qui a été le défenseur... Enfin, la liberté d'expression qu'on a aujourd'hui est l'héritière en gros, des hippies. Grosso modo, oui. Et d'autres, hein, c'est pas les seuls, mais c'est marrant de voir que c'est le point de départ. Après, il y a eu plein de choses différentes. Et du coup, quelles conséquences cette manière de vouloir créer Internet a eu sur comment il est structuré? Alors, ce qui est super intéressant avec Internet, c'est qu'on a dit on veut un truc qui soit indestructible. Le meilleur moyen de ne pas être indestructible, c'est d'avoir quelque chose qui va centraliser l'information. Parce que si toute l'information doit passer par le même point pour arriver quelque part, forcément, il suffit qu'il y arrive un truc à cet endroit-là et il y a tout qui pète. Donc, le but, ça a été de faire un réseau qui est le plus horizontal possible. Donc un réseau dans lequel tout le monde est au même niveau. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que si on regarde tous les médias de masse qu'on a eus précédemment, depuis l'imprimerie jusqu'à la télévision, on a toujours un modèle qui est relativement le même, où on a à un endroit les gens qui ont la capacité de produire du contenu et tous les autres qui ne peuvent que accéder à l'information. Quand vous achetez le livre, vous n'achetez pas la presse imprimée avec. Quand vous achetez le poste de télévision, vous n'achetez pas le studio qui permet d'émettre. Nous, on a accès au studio, mais c'est nouveau, ça. Le choix fondamental de la création d'Internet, c'est de dire il faut que chaque machine puisse être capable à la fois d'émettre et de recevoir. C'est la condition pour le rendre indestructible. Et donc, ça fait que les modèles de société qui sont induits par les médias de masse classiques, c'est-à-dire une société dans laquelle on a quelques personnes qui ont la parole et les autres qui ne peuvent qu'écouter, qui n'ont pas accès à la parole, ne peut ne plus être valable sur Internet. Évidemment, ça ne veut pas dire que forcément... c'est pas parce que tout le monde a potentiellement accès à la parole que tout le monde va se mettre à parler. C'est pas non plus parce que tout le monde a accès à la parole que tout le monde va se mettre à dire des choses intelligentes. Je pense que ça, on le constate assez bien. On l'a constaté. Voilà. Mais au moins, tout le monde a potentiellement accès à la parole. Et donc, si on veut participer à la chose publique, on peut en avoir les moyens. Ouais. Ce qui est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Et les radios libres, c'est quelle époque? C'est les 70 aussi? 80? Années 80, donc Internet, finalement, a même été là avant les radios libres. Alors qu'on pourrait penser que la radio, quand même, est un média qui est bien avant Internet. Finalement, ils ont été les pionniers de cette manière de horizontaliser les choses. Alors, il y a beaucoup de points communs entre Internet et les radios libres, on pourrait développer aussi, mais comme tu l'as dit, on n'a qu'une heure. Oui. Effectivement, les deux sont apparus à peu près en même temps. Le début des travaux sur Internet, c'est fin des années 60, début des années 70. L'Internet, tel qu'on le connaît et tel qu'on l'utilise actuellement, c'est des choses qui ont été mises au point.
enfin, pour la couche basse en tout cas, au début des années 80, tout était prêt. Donc les radios libres et Internet sont apparus, enfin, grosso modo, en même temps. Les radios ont un peu précédé auprès du grand public, c'est-à-dire que les gens ont connu les radios libres avant de connaître Internet, mais grosso modo, les deux ont à peu près le même âge. D'accord. Alors, pour comprendre un peu les trucs, moi je suis consommateur, je me plug, boum, dans le mur, j'ai accès à Internet, ou alors j'ai mon téléphone, et c'est par les ondes. Les ondes, c'est terrible, mais bon, n'ayez pas peur des ondes. Mais comment ça se passe? Il y a des gens dont le travail est de fournir un accès. Qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur d'accès à Internet en 2 phrases, 3 phrases? Alors, assez rapidement, donc, Internet, le nom, c'est Interconnection of Networks en anglais, donc une interconnexion de réseaux. Parce que le principe, c'est que ce n'est pas un gros réseau, c'est plein de petits réseaux différents qui sont connectés les uns sur les autres. L'analogie classique, vous prenez les réseaux ferrés, vous avez le réseau français qui n'est pas génial, vous avez le réseau allemand qui n'est pas génial, mais pas de la même manière. Si vous branchez l'un et l'autre, vous avez plus de choix qu'apparaissent. Ah non, c'est mieux. Oui, c'est un peu mieux. Ah, c'est mieux, d'accord. Bon. Donc voilà. L'interopérabilité entre les rails, je suis pas sûr que ce soit mieux. Bon, je n'ai pas d'avis, je n'y connais rien. Donc voilà. Je ne suis pas non plus expert en tout cas, on a plein de réseaux parce que justement, il n'y a pas de centre. Voilà. Donc le principe est de prendre plein de petits réseaux différents et de les connecter entre eux. Et donc quand vous avez une information qui doit aller du point A au point B, soit le point A et le point B se connaissent et donc l'information transite directement, soit ils ne se connaissent pas. Et dans ce cas-là, il y a plein de petits intermédiaires qui prennent les informations et qui l'amènent soit à la destination, soit vers un autre intermédiaire qui continue le boulot. Et dans tout ça, il faut des réseaux qui soient en bout de l'ensemble, donc des entités qui servent à connecter les vrais gens, nous, au reste d'Internet. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des fournisseurs d'accès. Donc c'est des entités qui sont chargées de connecter les gens et de permettre aux gens d'accéder à l'ensemble de l'information. Alors qui fait ça? C'est quoi les entreprises qui sont les fournisseurs d'accès? On les connaît? On en connaît plutôt bien 4 en France, qui sont les 4 plus gros, qui sont... c'est les opérateurs, entre guillemets, oui, c'est ça, hein? Ça, Bouygues, Orange, Free, SFR. On aime bien les dire dans ce ordre-là, parce que si on prend que les initiales, ça fait les BOF, ça leur va très bien. Attends, Bouygues, Orange, Free, SFR, BOFSF. Oui. D'accord, c'est rigolo ça. Ouais. Vous verrez qu'il y a un autre acronyme avec des chatons. Oui, bon, on aime bien les acronymes dans ce milieu-là. Voilà. Et donc, ces entreprises-là, leur métier... Leur métier, c'est de permettre aux gens d'accéder à l'information et d'émettre de l'information, donc de raccorder votre ordinateur au reste du monde. Donc, elles ont un pouvoir énorme. Elles ont un pouvoir énorme parce que, on vous l'a dit, c'est un réseau qui est complètement partagé, qui n'a pas de centre, où l'information peut passer dans tous les sens. Mais fatalement, il y a un endroit par lequel l'information qui part de chez vous ou qui arrive chez vous transite forcément, c'est celui qui vous raccorde au reste. Donc la ligne entre chez vous et votre fournisseur d'accès est l'endroit privilégié où, si on veut faire des conneries, on peut les faire. Donc des exemples de conneries, des attaques comment ça s'appelle, des DSS? Des attaques DOS, c'est un peu autre chose. Non, c'est autre chose. Bon, ça n'a rien à voir. Donc on coupera ça au montage. Un exemple de connerie, par exemple, on peut brider des accès ou censurer des accès. C'est-à-dire que votre fournisseur d'accès peut décider que si vous allez voir sur tel site, non, ça ne lui plaît pas, donc il vous coupe. Donc vous n'aurez pas accès à la tronche en biais si quelqu'un par exemple bloque ça. Ah, ce serait triste. D'accord. On a ça notamment parce que ces fournisseurs d'accès-là, en général, ils obéissent aux lois des pays. Oui. Quand le pays n'est pas une démocratie, on pourra revenir sur ce mot-là, mais bon, quand le pays est un régime où les libertés ne sont pas garanties, c'est à ce niveau-là que se crée le problème. Eh bien, on va simplement prendre le cas en France. En France, il existe des lois pour dire que quand un site est réputé terroriste, alors c'est des conditions un peu bizarres parce qu'il n'y a pas toujours un passage de juge dedans, mais enfin bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails non plus, mais il peut y avoir une obligation pour certains fournisseurs d'accès. C'est assez amusant d'ailleurs parce que c'est pas tous, mais bon, ça, voilà. Sur les 5, pas tous. Alors sur les gros, mais pas tous les petits opérateurs, parce que des petits fournisseurs d'accès, il en existe des tas. Et en fait, quand il y a ce genre d'obligation, bizarrement, ça tombe sur les 4 gros. Et puis les petits, non, ça va. Quelle obligation? Des obligations du type ce site est un site qui a été qualifié de terroriste, tu empêches tes utilisateurs d'aller dessus. D'accord.
Ce qui est un truc qui peut un peu poser question, quoi, parce que le site, il est toujours là, ça peut se contourner, enfin, c'est et puis une manière de faire qui est bizarre. Sans juge qui décide. Voilà. Bon, là, c'est une autre question. Ouais. Et on voit qu'Internet touche à toute la liberté, donc les questions se posent à un moment donné. Mais tu veux dire autre chose sur les fournisseurs? Sur ce problème-là des fois ils sont obligés d'eux, donc quand ils sont obligés par la loi, tout ça, c'est un autre problème. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils le font aussi dans leur propre intérêt. Typiquement, si vous regardez quels sont ces 4 gros opérateurs, ils sont tous chevillés à des groupes de presse. Soit parce que c'est la même entité juridique derrière, soit parce que le groupe de presse et le groupe de parce que l'opérateur appartiennent à la même personne. Voilà. C'est une affaire de milliardaires que sur les 5. Et donc, il y a aussi des conflits d'intérêts qui apparaissent, c'est-à-dire que si vous êtes client chez tel FAI, le FAI a intérêt à ce que vous alliez chez son groupe de presse à lui et pas chez celui du concurrent. Et ça se traduit vraiment dans les faits par des choses, ça, on le voit? On a vu des cas... dans ce cas-là, ils ne censurent pas complètement parce que ça se verrait un peu trop, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place de type du bridage, c'est-à-dire que la connexion entre les deux n'est pas optimale, ce qui fait que si vous allez chez un concurrent, ça va ramer, et donc vous allez vous dire que le concurrent est pas génial, et donc vous allez plutôt aller ailleurs. Et là, du coup, ça viole complètement le principe de la neutralité du net. Tout à fait. Alors, on va y venir à ça. On a fait une émission avec Oriane Piquet-Louis. Malheureusement, on a eu des gros pépins techniques. On n'a pas de chance. Dès qu'on parle d'Internet et de technologie, la technologie nous lâche. Donc là, on est dans un studio, ça devrait bien se passer. Donc, ce que tu as dit, c'est que si ça n'arrange pas le fournisseur, il peut faire en sorte que le tuyau ne soit pas aussi bien et pas un débit aussi important que le tuyau d'à côté. Et ça, normalement, dans la structure même d'Internet, ce n'était pas possible au départ. Alors, si, c'était possible. En tout cas, c'était pas dans l'esprit. C'est possible, mais c'est pas le but à faire. C'est-à-dire que, en général, ce que font les fournisseurs d'accès pour ça, c'est un comportement passif. C'est-à-dire, il y a beaucoup de trafic, il faudrait agrandir le tuyau et ils ne le font pas. Ouais. S'il n'y a pas... Il y a généralement pas dire qu'ils sont coupables d'avoir retenu le flux, c'est juste qu'ils ne font pas d'efforts pour que ce soit plus grand. C'est ça. Mais bon, on comprend bien. Mais on pourrait se dire, on s'en fout. En quoi ça... Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Alors, on pourrait se dire que c'est pas extrêmement grave, etc. Enfin, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que si vous voulez accéder à l'information, même si ça va ramer, vous pourrez y accéder quand même. Mais vous êtes quand même vachement incité à aller plutôt vers là où ça marche bien. Et donc, il y a un problème de manipulation quelque part. C'est qu'on vous oriente vers le contenu qui nous arrange. Et quand c'est pour accéder à de l'information qui va être à peu près la même dans les deux cas, c'est bon. Mais ça pose pas forcément problème. Quand c'est pour vous faire passer plutôt certaines idées plutôt que certaines autres, parce que les sites qui proposent une idée un peu alternative, on les aime pas, on va les brider. Ça aide pas à ce qu'on se fasse une information éclairée, quoi. Est-ce que parmi les bofs, il y en a un qui est quand même un petit peu plus éthique que les autres? Est-ce que c'est tous le même niveau? Ils se tirent tous un peu. Enfin, voilà, parce que la compétition pourrait être soit ils sont tous au même niveau et puis voilà, ou alors ils essaient d'être un peu plus vertueux que les autres. Alors, est-ce qu'il y a une course à la vertu? Pas vraiment. Ouais. Il y a eu des petits trucs comme ça. On a vu le cas, par exemple, quand Free est devenu opérateur mobile alors qu'il ne l'était pas encore et que les 3 autres l'étaient. Ça a amené une baisse des prix parce qu'ils ont pu faire « nous, on va faire mieux tout ça. Parce qu'ils avaient cette position. Depuis que tout le monde s'est aligné, ils font tous les mêmes, quoi, voilà. Le principe, c'est que de toute façon, ce sont des entreprises privées, donc qui sont motivées par la rentabilité, et donc c'est pas dans leur intérêt de faire des choses éthiques, tout simplement. Mais on pourrait se dire que aujourd'hui l'image est importante, les gens réclament, veulent avoir confiance, et donc une entreprise qui montrerait tous les signes qu'elle est vertueuse, qu'elle respecte les libertés individuelles, elle aurait un avantage sur le marché. Si je veux raisonner en part de marché d'une certaine manière, elles auraient intérêt à communiquer, au moins à communiquer. Est-ce qu'ils communiquent là-dessus, ou est-ce que c'est tellement obscur comme conseil qu'à part nous, là, qu'en parlant, enfin, moi, juste là, et toi tous les jours, est-ce que peut-être c'est des idées qui sont tellement peu connues que les entreprises s'en foutent parce qu'ils savent que les gens, c'est pas leur problème. Et du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle davantage. Ouais. Et que lorsque tout le monde comprendra ce que c'est, alors les communicants et ceux qui créent
qui créent comment ça fonctionne vont en tenir compte. Il y Est-ce a- que ce qu'on fait là, du Ouais. coup, est pas la solution? Il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que plus on sera à être au courant et à vouloir de l'Internet de bonne qualité sur lesquels ils vont pas faire de bêtises, plus ils seront contraints à le faire, évidemment, parce que ça fera partie de leur image de marque. Donc, il faut que tu ailles sur TF1, sur M6, à la télé. On Peut-être. t'invite souvent pour en parler? Il y a aussi autre chose qui va avec, c'est que pour pouvoir exiger de l'Internet de bonne qualité, il faut des alternatives. C'est-à-dire que si de toute façon tu as le choix entre les quatre et qu'aucun des quatre n'a envie de se dire « moi je vais faire des choses éthiques », tu peux râler mais tu n'auras toujours pas le choix. Parce que Et les c'est quatre là. feront la même. C'est là qu'interviennent donc les chatons. Alors les chatons, non, ça c'est un peu plus tard. Ouais, C'est les fournisseurs d'accès associatifs. D'abord eux. Alors, Donc il existe ces quatre grands-là qui sont connus, mais il en existe plein d'autres. Et il a toujours existé beaucoup de petits fournisseurs d'accès. Si vous vous souvenez, dans les années 90, en France, donc au moment où Internet a commencé à être utilisé par les gens, des fournisseurs d'accès, on en avait des tonnes. Il y avait Neuf, il y avait CGTEL, Ah oui, il y avait... ah oui, c'est voilà. vrai. Il y en avait plein à l'époque. bon, tu m'en as cité deux, Ouais. mais les autres, Je ne me rappelle plus de tous non plus. Bon, Il y avait Club Internet, il y Ah, avait... c'est vrai. voilà. Faudrait prendre le temps de Ça ne rajeunit pas tout ça, faire ça, la c'est- liste. ok. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui étaient des boîtes, donc des entreprises privées, se sont bouffés les unes les autres jusqu'à ce qu'on se retrouve avec seulement ces quatre-là, qui sont ceux qui ont mangé tout le reste, en Voilà. gros. Ça, c'est le jeu même à Lucette. Voilà. C'était comme ça, d'accord. Mais à côté, il y avait aussi d'autres opérateurs qui n'étaient pas des entreprises, qui étaient typiquement des associations. Et ça, une association, c'est beaucoup plus dur à bouffer. Et il y en a encore qui tournent, il y en a d'autres qui se sont créés depuis. Et il existe tout un tas actuellement de fournisseurs d'accès Internet qui sont des associations et donc qui ne sont pas des boîtes en recherche de profit, mais qui sont des gens qui font ça parce qu'ils trouvent ça intéressant et parce que les valeurs éthiques qui sont derrière leur plaisent. Et donc, c'est des gens qui vont faire attention à faire de l'Internet de bonne qualité. Donc, si votre critère principal, c'est l'éthique, alors dans ce cas-là, il faut vous documenter sur l'offre. Et donc, il y a une fédération qui rassemble tout le monde, ou est-ce qu'il y en a qui sont encore hors fédération, qui sont encore plus obscurs que les autres? Alors, dans la fédération, on est une trentaine. On sait qu'il en existe encore d'autres. On les connaît, il y a des rumeurs comme quoi ils existeraient quelque part. On les connaît, on leur a déjà parlé, etc. Il se trouve que pour faire fédération, il faut avoir Faut l'énergie humaine de se parler Oui. à des échelles de lieux qui ne sont pas forcément évidentes. Je veux dire, un FAI qui est ici du côté de Nancy, un FAI qui est du côté de Lyon, pour pouvoir se parler humainement, faire Il des faudrait choses qu'ils se ensemble. connectent via SFR, Ouais. et ça, c'est pas possible. Ouais. Donc on peut se connecter directement par nos réseaux, mais des fois c'est bien aussi de se voir de vive voix. Donc Donc là, FDN, Oui. Fédération des fournisseurs d'accès indépendants. Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs. Le sigle ne correspond pas au nom Ah parce oui, que mais c'est pour ça. FDN, c'est le nom de la plus vieille asso de la fédération, qui est aussi un des plus vieux fournisseurs d'accès Internet de France. C'était pas le premier, mais c'est le plus vieux à avoir été lancé et qui soit toujours en activité. D'accord. Et donc Et FDN voulait dire quoi à l'époque? FDN, c'est French Data Network. French Data Network. Et donc c'est une des associations de la fédération. Et comme c'est un peu tout est parti de là, on a repris ce nom D'accord. par habitude. Et donc la fédération rassemble pas tout le monde, mais Voilà. donc une trentaine de. Et ça représente combien de. Pardon, mais alors de clients, je sais pas comment dire, mais enfin, de gens qui se connectent. Comment on les Alors, appelle d'ailleurs? Ce sont des abonnés. Abonnés, ouais. Et la différence principale, c'est que ce ne sont pas des clients au sens où dans toutes les associations de la fédération, pour prendre une ligne, vous devez être membre de l'association, ce qui fait que vous avez votre mot à dire sur les décisions. C'est une des conditions qu'on a trouvées pour dire que vous avez le contrôle sur votre ligne. On revient au contrôle parce que même si on paraît s'en écarter, on reste vraiment sur qui contrôle Internet. En fait. Ouais. Vraiment. Et alors, comment ça marche comment toi, tu es rentré là-dedans, par exemple? Alors déjà, pour répondre à ta question, combien, j'ai pas vérifié hyper récemment, mais on doit être dans les 2000-3000 abonnés. D'accord. Et si on compte les adhérents, donc les gens qui nous soutiennent mais qui n'ont pas forcément de links chez nous pour une raison ou pour une autre, on est aux alentours de 4000 actuellement. 4000 sur 60 millions de Français. Quelque chose comme Il y a ça, ouais. une marge de progression. Voilà. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut prendre ça comme ça. Alors, du coup, comment les gens qui s'intéressent, les jeunes, les moins jeunes,
s'il dit voilà, ah, c'est super, moi les GAFAM ça me saoule, je veux sortir de tout ça, je veux être indépendant, je veux être libre, je veux, et en plus que mon choix à moi eh bien, change la donne et les équilibres des pouvoirs et que du coup ces gens-là aient davantage de poids. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je veux bien, mais moi je suis un gros flemmard et j'y connais rien. Alors comment moi je fais ou comment les gens qui s'y connaissent encore moins que moi, il y en a 2-3 en France, comment ils font? Alors, le plus simple, ça va être de contacter l'association la plus proche de chez vous. On a, pour pas mal d'associations de la fédération, on a une limite géographique, c'est-à-dire qu'on se dit que le but, c'est de pouvoir se réunir quand il y a besoin, et donc on va essayer de ne pas faire couvrir toute la France. Donc, vous allez sur, par exemple, le site de la fédération, ffdn.org. Vous cherchez le fournisseur d'accès qui est le plus proche de chez vous. Comment on cherche ça? Alors, on a une carte sur db.ffdn.org, voilà. Une carte de France sur laquelle vous avez des points qui sont affichés et qui sont les endroits où sont basés les différents fournisseurs d'accès. Alors, chers amis, je vais peut-être oublier. Donc, dans les commentaires, rappelez-moi que je dois vous donner le lien dans la description de ce truc-là pour que la carte, vous la voyez. Mais parce que je ne vais pas y penser, parce que c'est comme ça. J'essaie de te le rappeler. On va sur le site, on a une carte, on clique, genre on habite à Vesoul, on habite à Brest, on habite à Besançon. Et là, on a l'adresse. Et l'adresse, c'est quoi? On contacte par email, on contacte par téléphone, on se déplace, on envoie un pigeon? Comment? On a généralement le site internet dans lequel il y a des infos plus précises. On a éventuellement une adresse mail. On peut contacter par mail. La plupart des associations ont des permanences, c'est-à-dire que, par exemple, une fois par mois ou 2 fois par mois ou une fois par semaine, pour ceux qui ont le plus de motivation, il y a un endroit où on se réunit, où les gens qui ont des questions à poser peuvent venir et on peut discuter comme ça de vive voix. Et si vous voulez une ligne, on va regarder en fonction de l'endroit où vous êtes, qu'est-ce qui va être la solution la plus facile pour vous raccorder, parce qu'il peut y avoir plusieurs manières de raccorder les gens à Internet. Et on va voir ce qui va être le plus pratique dans votre cas. Vous adhérez à l'association, vous prenez la ligne, et puis ça marche après. Vous branchez le modem et ça marche à peu près de la même manière qu'avec. C'est comme une box ou comme tout ça. Donc, lorsqu'on est client de SFR, Bouygues, Orange, s'il y a un problème, moi je prends mon téléphone et j'engueule les gens. Moi je suis très gentil, mais il y a des gens qui engueulent. Là, je peux imaginer que les gens se disent ouais, mais moi si je ne suis pas client et qu'il n'y a pas un contrat, qu'est-ce qui oblige ces gens-là à me fournir Internet? Ça se trouve, ça ne marchera plus. Alors, en gros, est-ce que ça marche bien? Oui. Est-ce qu'il y a une vraie différence technologique entre les grands opérateurs connus voilà, et vous? On pourrait dire, vous n'êtes pas des pros, ça ne marche pas bien, c'est pas rangé, c'est le bordel. Ou est-ce que le niveau de qualité est comparable ou pas? Alors, la plupart du temps, le niveau de qualité va être comparable. On n'est pas des pros au sens où on fait ça associativement sur notre temps libre, mais on est aussi des pros au sens où un certain nombre de gens qui travaillent dans nos associations, faire du réseau, c'est aussi leur boulot à côté. Donc voilà. Donc ils sont payés par les grands opérateurs, mais de leur temps libre, ils leur font concurrence. D'une certaine manière. On a quelques gens qui sont dans ce cas-là. C'est une concurrence. Parce que y a peut-être des gens qu'il faudrait rassurer. Alors, après, on n'est pas là pour faire cette pub-là, mais enfin, à un moment donné, puisque personne n'en parle et que les grands ont l'argent pour faire de la pub partout et vous vendre leurs produits, nous, on n'a aucun conflit d'intérêt, aucun lien, mais ça m'intéresse de voir quelle liberté on peut prendre en plus. Alors, par rapport aux grands, ce qui va se passer principalement, c'est qu'on n'a pas de gens dont c'est le boulot de surveiller en permanence. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une ligne qui pète au milieu de la nuit, généralement, il faudra attendre que les gens soient levés le lendemain matin pour s'en rendre compte et le réparer. Ouais. Après, un truc qui va, de mon point de vue en tout cas, qui est quelque chose d'assez génial dans ce modèle-là, c'est que s'il y a un truc qui ne va pas, ce qui peut toujours arriver dans tous les cas, chez les gros comme chez les petits, chez les gros, ce que vous avez à faire, c'est appeler une hotline de gens qui ne sont pas directement liés au problème, des fois même qui n'y connaissent rien. Et des fois, ça prend 7 jours. Voilà. Bon, ça peut arriver. Ça va mieux qu'avant, je trouve. Ils sont plus réactifs. Ça dépend des cas. Bon. J'ai un camarade qui pourra témoigner qu'il a une ligne chez Elise, donc le FAI dont je fais partie, et chez SFR en même temps, et c'est plus souvent pété chez SFR que chez Elise. Voilà. Mais un témoignage. C'est un ça vaut ce que ça vaut, cas particulier. D'accord. Ça n'a pas valeur de preuve, évidemment.
Mais simplement, ce qui va se passer dans le cas des petits FAI, c'est que quand il y a un souci, quand il y a quelque chose qui pète, vous appelez une personne que vous connaissez, qui va pouvoir vous expliquer la situation, vous dire là, il y a un souci parce que on rencontre ça comme problème, on a ça comme difficulté, donc dès qu'on aura réglé, ça reviendra. Et donc, il y a une relation humaine qui est beaucoup plus forte. Les gens maintenant ont peur de ça. Les gens ont peur des relations humaines. Ils veulent pas avoir des nouveaux amis dans des métiers qu'ils connaissent pas. Ils veulent avoir des gens, j'appelle, je râle et j'ai la solution. C'est ça le problème. Ça fait partie des... Ça fait partie des choses. Mais je suis d'accord. Une des choses qui nous motive justement dans le fait de faire des petits FAI, c'est d'essayer de mettre les relations humaines au cœur du truc. Alors, du coup, si c'est votre truc, les relations humaines, voilà. Donc, en termes de tarifs, juste pour finir, parce que les tarifs des grands, en gros, s'alignent les uns sur les autres. Ouais. Quand on va chez les... Je sais pas comment vous appelez, enfin les indépendants, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher, c'est comment? Alors, ça va dépendre vraiment beaucoup de la situation. C'est-à-dire, si on vous raccorde par les câbles téléphoniques, par une ligne ADSL ou VDSL de manière classique, ça va coûter un peu plus cher que chez les gros, parce qu'il se trouve qu'il faut payer le droit d'utiliser les câbles téléphoniques, qui en France appartiennent à Orange, donc il y a un petit conflit d'intérêts. Et donc ça nous coûte une blinde, et même en le faisant à prix coûtant, on est à un tarif qui est légèrement au-dessus de celui des gros, parce que les gros peuvent faire des économies d'échelle que nous, on ne peut pas faire. Oui. Après, on a d'autres moyens de raccorder des gens par des technologies du type pont radio, où là, on amène de l'Internet qui va être parfois même de meilleure qualité, et qui va coûter beaucoup moins cher. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on va pouvoir faire en fonction de la situation des gens. Ça dépend des fédérations locales, comment elles sont équipées, comment le territoire est organisé. Bon, là, on ne peut pas aller au-delà, il faut que chacun prenne les choses en main et s'organise. Mais donc, bon, on a les fournisseurs d'accès, et puis après, on a les hébergeurs. Oui. Et là, je touche à ma limite, je ne sais pas. Alors du coup, tu changes de casquette parce qu'on parlait... Donc du côté FDN, et maintenant tu es aussi ailleurs. Alors explique-nous pourquoi tu changes de casquette, de chapeau. Il est rigolo, hein? Je change de chapeau parce que j'ai pas de casquette, voilà. Mais donc comme on disait, je suis là pour représenter à la fois la fédération des fournisseurs d'accès Internet et donc Skepticon, qui est une instance un site de vidéo. Et donc je change de... C'est la concurrence de YouTube. Voilà. C'est ça. Donc là, la vidéo, vous la regardez soit... si c'est une vidéo, elle est sur Facebook ou sur... en gros, c'est sur YouTube, il y a de fortes chances. Et c'est pas grave en soi, mais il n'y a pas que YouTube dans la vie. Voilà. Et plus YouTube sera tout seul à pouvoir être le site où tout le monde va, plus on risque des problèmes le jour où YouTube fait n'importe quoi. Et ça peut arriver parce que YouTube a des politiques sur la liberté d'expression, sur comment on strike les gens et sur comment on distribue les droits des créateurs, qui est très opaque pour un mec comme moi qui suit sur YouTube et qui ait peur dès j'ai un mail de YouTube. On ne sait pas ce qu'ils font. Les gens qui suivent La Tronche en biais ont l'occasion de se rendre compte récemment que des fois, il y a des petits soucis. Voilà, c'est bizarre. Bref. Et donc... Bon, Skepticon perturbe, mais de manière générale, parce que du coup, j'ai évoqué Chaton, on est là-dedans. Là, c'est ça. Alors... Expliquons aux gens, parce que Chaton, c'est encore un acronyme à la con, vous allez voir, il va vous expliquer. C'est quoi les Chatons? Alors, les Chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ça en jette. On va la refaire. Collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Les Chatons. Bon, alors ça, c'est pas la blague, parce que le chaton sur Internet, il y en a partout. Mais d'ailleurs, il y a un vrai projet. Oui. L'idée, c'est que y a deux choses qui sont importantes sur Internet. On a dit le réseau lui-même est construit pour que l'information puisse aller du point A au point B, quoi qu'il se passe. Ça trouvera toujours la bonne route pour y aller. Mais il y a un point qui est assez important, on l'a dit tout à l'heure sur les fournisseurs d'accès, c'est l'endroit d'où vous partez. Parce que la ligne entre chez vous et le point où on vous raccorde au reste, on peut faire des bêtises à cet endroit-là. Mais après, il y a aussi un autre point qui est à surveiller, c'est l'endroit où vous allez mettre vos données. Si vous stockez vos données chez Google, par exemple, si vous avez votre mail chez Gmail, si vous allez mettre vos vidéos chez YouTube, c'est Google qui contrôle la machine sur laquelle se trouvent vos données. Donc, mes données, en l'occurrence, nous, c'est notre chaîne. Oui. Ça peut être un blog, mais ça peut être les mails. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de données qui sont stockées sur les gens qui se connectent? Les données de connexion aussi, de mon navigateur? Alors, il y a un certain nombre de données qui sont récupérées sur vous quand vous allez sur les sites. Quand vous vous connectez à un site, c'est votre navigateur qui dit « Bonjour, je voudrais récupérer cette page, s'il te plaît ». Et donc, en donnant cette information... Polis, c'est bien, ça c'est... Ouais. En donnant cette information, il donne aussi un certain nombre d'informations sur vous. Par exemple, il donne votre langue préférée.
pour que si c'est un site multilingue, on puisse vous renvoyer soit la version française, soit la version anglaise, soit une autre. Il va donner l'information qui est ce qu'on appelle l'adresse IP, c'est-à-dire un peu le numéro de téléphone de votre machine, pour qu'on puisse vous renvoyer l'information, pour que l'information sache où vous vous trouvez. Mais l'adresse IP, c'est quelque chose qui sert par exemple à vous géolocaliser, qui va pouvoir dire que vous êtes à peu près à tel endroit dans le monde, ce qui va donner de l'information sur vous. On sait à quelle date vous y allez, à quelle heure, donc on peut éventuellement avoir une idée de votre emploi du temps si on en agrège beaucoup. On sait à quelle page vous vous êtes intéressé, ce qui donne des informations sur vos goûts. Oui, et là ça commence à faire beaucoup de choses déjà. On peut éventuellement, si vous êtes logué à un autre compte par ailleurs, par exemple, si vous allez voir une vidéo YouTube, que vous êtes logué sur YouTube ou que vous avez les petits témoins d'informations, on peut faire la pile de tout ce que vous avez visualisé. Oui. Et donc, ça peut donner beaucoup d'informations sur vous. Ça, c'est pas stocké chez les bofs, c'est stocké chez les hébergeurs. C'est ça. Donc, mais du coup, qu'est-ce qu'on connaît comme hébergeur? Les gens... Quelle grande entreprise héberge ces données-là? Alors, des grandes entreprises qui hébergent, ça, ce sont en particulier les fameux GAFAM. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais ce ne sont pas les seuls. On n'est plus à l'échelle de la France, on est carrément les hébergeurs, c'est les grands géants du monde. Alors, on a aussi des hébergeurs moins mondiaux, mais enfin plus local en France, par exemple OVH, qui est comme une grosse boîte aussi, mais qui héberge pour les pas mal blogs, de choses, pour les blogs typiquement. Ce qui fait que de temps en temps, il y a un problème technique chez OVH et les francophones ont l'impression que la moitié d'Internet est tombée. Oui, on a des problèmes. Enfin, c'est vieux, mais il y a eu un... Ok, et donc, je veux dire, c'est plutôt à cette échelle-là qu'on peut avoir peur pour nos libertés individuelles, pour les pressions qu'on peut subir, pour éventuellement, si le pouvoir en place est un pouvoir qui n'est pas super démocratique, on peut faire taire des gens, quoi. Les deux points sont importants et c'est pour ça que c'est important de parler des deux et que je suis venu avec mes deux chapeaux ici. Le truc, ça va être que chez les très gros opérateurs type Google et compagnie, chez les très gros hébergeurs, il va y avoir un intérêt à ce que vous restiez sur leur plateforme. Parce que leur principale source de revenus, c'est la publicité, c'est-à-dire que leurs clients, ce sont les annonceurs publicitaires et le produit, c'est votre cerveau. Donc, on vous rappelle la formule classique, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et pas toujours le cas, mais oui. Là, en l'occurrence, ça l'est tout à fait. Quand c'est géré par des gens qui sont dans une économie de marché et qui sont des entreprises avec un but commercial, quand ce qu'ils proposent est gratuit, c'est qu'en fait, c'est pas ça le produit. Ce qu'on préfère dire, nous, c'est plutôt c'est retourner la phrase, c'est dire quand vous êtes le produit, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que quand leur business model, c'est de vendre de la publicité, on paye. On ne paye pas en argent. C'est une fausse gratuité. Voilà, c'est une fausse gratuité. On paye avec nous-mêmes, en fait. On se vend à ce genre de truc. Et ça, c'est assez problématique. Et arrêtez de vous vendre, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Et le point, c'est que comme leur source de revenus, c'est la publicité, ils ont intérêt à ce que vous restiez le plus longtemps possible sur leur site. Donc, ils ont intérêt à vous afficher du contenu qui va vous plaire pour vous donner envie de continuer. Et du coup, il y a des algorithmes de tri de l'information qui vont vous proposer en priorité des contenus qui sont identifiés comme vous plaisants, me plaisent, qui vont vous enfermer un peu dans ce que vous voyez du monde. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la captologie. C'est l'art de garder les gens captifs. Et on a prévu d'en parler. On devrait faire un tranchant live au Festival géopolitique de Grenoble en mars 2020. Et normalement, ça sera le thème. Donc, on pourra développer ça à fond. Et c'est passionnant. En effet, c'est très confortable lorsqu'on est quelque part où les gens prennent soin de nous et nous donnent tout ce qu'on veut. Sauf qu'en réalité, c'est le piège. Ils ne font pas ça pour notre mal, d'ailleurs. Mais ils font ça pour leur bien à eux, plus que pour le nôtre. Et donc, ces hébergeurs-là, il y a aussi des alternatives. Donc, c'est les chatons. Oui. Mais alors, comment je fais? Parce que déjà, c'est compliqué de savoir pour quitter mon fournisseur d'accès. Alors, pour avoir un hébergeur, c'est encore plus compliqué, non? Comment je fais? Alors, c'est pas tellement plus compliqué, c'est la même démarche. C'est-à-dire, tu as envie de mettre des vidéos en ligne, tu as envie d'avoir ton compte mail, par exemple. Au lieu d'aller sur la page de Gmail et de t'inscrire et de dire maintenant tu passes par là et de dire à tes proches vous m'envoyez un mail là, tu vas
on peut avoir un mail qui ne finit pas en gmail.com? Tout à fait. C'est pas possible. Mais il faut un compte Gmail pour faire des choses. C'est absolument pas nécessaire. Ah bon, on pourrait croire. Alors, explique-nous. Voilà. Le principe, c'est que ça va être, pour ceux que je connais, ça va être des petites assos, mais il n'y a pas forcément que ce modèle-là qui existe. Sur le même modèle que les fournisseurs d'accès associatifs, c'est un groupe de gens qui se rassemblent, qui disent on a envie de faire les choses un peu mieux. Et vous allez les voir, vous parlez avec eux, vous créez un compte. Alors les modalités peuvent différer un peu en fonction de si c'est une asso ou pas et ce genre de choses. Mais simplement, vous vous inscrivez, vous avez votre boîte mail qui va marcher aussi bien que celle de Google. Mais simplement, au lieu de taper gmail.com dans votre navigateur pour aller sur le webmail, vous taperez le nom de votre asso, par exemple adoli.fr pour Adoli, qui est un hébergeur à Lyon, dont je fais partie aussi. Ah, la pub. Mais du coup, c'est pas plus compliqué. Et cette adresse-là, elle permet de faire autant de choses que les adresses en gmail.com? Parce qu'il y a vraiment des choses. Ouais. Par exemple, si je veux déposer un commentaire sur YouTube, oui. Est-ce qu'il me faut une adresse Gmail ou pas? Alors, pour déposer un commentaire sur YouTube, alors je ne suis pas expert parce que je vais peu sur YouTube, mais il faut un compte sur YouTube précisément. Et normalement, il faut un compte Gmail. Donc, et là, on est dans la captologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on force votre usage. Et une fois que vous avez commencé à le faire, c'est confortable parce que c'est fait, quoi. Et puis, c'est compliqué d'en sortir. Donc, je comprends ceux qui ne veulent pas mettre un doigt là-dedans et donc qui ne veulent pas de compte et donc qui ne commandent pas. Et donc, pour cela, il reste l'alternative d'aller vers des autres sites que YouTube. Est-ce qu'on passe à YouTube maintenant? Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les... Non, on peut passer. Et donc, voilà, vous connaissez YouTube, il y a forte chance. C'est le site numéro 1 au monde, en fait. Les jeunes, alors quand je dis jeunes, c'est plus jeune que moi, c'est-à-dire que c'est les lycéens, en gros. Leur premier moteur moteur de recherche, c'est même pas Google, c'est YouTube. Ils veulent une info, ils cherchent une vidéo. Alors, c'est une nouvelle manière de penser qui, moi, me dépasse un peu, parce que je pense que le texte, c'est quand même... Pour moi, c'est plus simple, plus clair, et on a les références, voilà. Les jeunes, maintenant, veulent de la vidéo. Alors, vu que la vidéo, j'en fais, je m'en plains pas tant que ça, mais quand même, c'est un peu étrange. Mais ça veut dire que le pouvoir est là, réellement, maintenant. Les gens vont s'informer là, d'abord. Et les gens croient qu'il n'y a que ça. Que je ne pense pas que les jeunes... Enfin, il y a des jeunes intelligents, évidemment, mais que les jeunes savent qu'on peut avoir... Bon, il y a Vimeo, il y a Dailymotion, mais en gros, on a des vidéos sur Dailymotion pour voir. D'un côté, c'est 100 000, là, c'est 200. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Malgré tout, ça existe. Et si on en parle aux gens, ils sauront que ça existe. Alors, explique-nous ce qu'on ignore. Alors, ce dont je vais vous parler ici, c'est... Alors, en particulier Skepticon, qui est le site de vidéo oui, parce qu'on appartient à la même famille des sceptiques, rationalistes, donc on aime bien les contenus qui amènent à douter de ce qu'on voit. Donc Skepticon, S-K-E-P-T-I-K-O-N, avec 2 K. Skepticon avec 2 K. .fr. Tout à fait. Mais il y en a d'autres du même genre. Donc celui-là est dédié à l'esprit critique et à des vidéos, alors pas encore celle de la tronche en biais, mais quelques collègues. On réfléchit, on ne sait pas très comment faire, mais en tout cas, on ira sur YouTube tôt ou tard. Mais il y a Hygiène Mentale, Un Monde Riant, qui d'autre? Il y a Spleen, Tranxen, Hystonie, MetaChoc. Ah oui. J'en oublie, donc mes excuses à tous ceux que j'oublie. Désolé pour les collègues, parce qu'on n'a pas de bonne mémoire, mais en gros, il y a... Si vous allez sur Skepticon, vous n'aurez pas accès à tous les contenus qu'on a sur YouTube, mais vous aurez accès à une sélection. Enfin, en gros, comment on sélectionne des gens? D'abord, comment on y accède et puis comment c'est construit? Alors, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Puis l'heure avance, alors. Oui. Alors, le principe, c'est que on utilise un logiciel qui s'appelle Peertube, qui est conçu pour essayer de proposer une alternative à YouTube. Donc, on peut, n'importe qui a la possibilité d'ouvrir un site internet peut installer ce logiciel et donc avoir un site dédié aux vidéos. Peertube, P-E-E-R, Tube, donc peer comme les pairs, comme le peer-to-peer, vous connaissez. Voilà. Le principe, c'est que comme pour diffuser de la vidéo au volume que fait YouTube, il faut des machines quand même sacrément puissantes qu'a priori vous n'avez pas chez vous. Des machines qui contribuent grandement au réchauffement climatique parce que la consommation énergétique est assez dingue et on croit faussement que parce que c'est dématérialisé, parce que ma feuille n'est pas imprimée, alors je pollue moins. Il faut qu'on sorte de cette mode de pensée. C'était une parenthèse. Voilà. Oui.
une très bonne parenthèse. Donc l'idée, c'est de dire que ce qu'on va faire, c'est que on va partager l'effort, c'est-à-dire que vous avez le site à la base qui va commencer à diffuser la vidéo, et quand vous commencez à regarder une vidéo, vous la récupérez et vous êtes capable de partager ce que vous avez déjà récupéré pour aider les copains à regarder, pour que ce soit pas le site qui fait tout. Donc, quand je regarde une vidéo, je la stocke et j'envoie des paquets. Et donc ça, c'est une manière de faire qui permet d'avoir des vidéos qui vont être à peu près aussi fluides, avec beaucoup moins de puissance derrière du côté de la machine qui monte ça. D'accord. Et donc, le principe, c'est que n'importe qui peut monter un PeerTube, donc un site de vidéo derrière, et donc on va pouvoir en faire, au lieu de faire comme YouTube, un gros machin dans lequel on va aller foutre toutes les vidéos en vrac, on va pouvoir faire plein de petites instances, donc c'est comme ça qu'on dit, donc plein de petits sites qui vont avoir chacun une thématique particulière. On peut avoir une instance cuisine, Voilà. une instance géopolitique, une instance... et ça évite d'avoir dans votre flux de suggestions, on verra s'il y en a, parce que YouTube propose des suggestions, donc si vous avez malheur de taper un mot-clé ou d'aller sur une vidéo qui parle en gros d'une théorie du complot, comme c'est les contenus les plus viraux, vous avez à droite, là, maintenant, ils ont promis qu'ils allaient faire un effort, mais je n'ai pas encore vu. Et ils vous proposent plein d'autres vidéos encore pires. Et donc, vous vous radicalisez en 2 semaines sur YouTube, c'est magnifique. Et donc, sur les instances PeerTube, il n'y a pas le risque de partir n'importe où, puisque la thématique, elle est... En gros, vous avez une boîte, quoi, et la thématique, c'est ça, et ça ne va pas en sortir. Ça peut aussi être un problème, c'est-à-dire que, du coup, on s'ouvre moins l'esprit en n'étant pas exposé à des suggestions de choses différentes. Parce que si j'ai une boîte où c'est que les trucs fachos, ou que les trucs écolos, ou que les trucs la République en marche, je pense à des trucs absolument horribles, je sais pas, même si j'aime beaucoup les écolos, en fait, on n'en sort plus. Oui. Alors, c'est pas un danger Monsieur Elzen, est-ce que c'est pas un danger? C'est un danger, mais ni plus ni moins que sur les médias classiques. C'est-à-dire que généralement, en France, si vous êtes de gauche, vous n'allez jamais lire Le Figaro. Si vous êtes de droite, vous n'allez jamais lire Mediapart. Voilà. Ce qui est un problème, mais c'est le même problème. Biais d'information dans les biais de confirmation. Oui. Biais de confirmation classique. On va reproduire, avec des instances PeerTube spécialisées sur certains types de contenus, on va reproduire le biais de confirmation exactement de la même manière. Mais, et c'est un mais très important, on ne va pas avoir les algorithmes de référencement de YouTube qui servent à faire en sorte de vous proposer des vidéos dont YouTube pense que ça va vous plaire et vous faire rester. Et en fait, le fonctionnement de ces recommandations de YouTube crée ce qu'on appelle une bulle de filtre qui est beaucoup plus importante que le biais de confirmation classique. Donc en fait, en recréant des petits espaces comme ça, on retombe sur le biais de confirmation classique qu'on connaissait, sur lequel on peut travailler. On peut s'astreindre à aller lire un média qui est d'un autre bord politique que nous. On peut s'astreindre à aller voir des vidéos d'un autre sujet. On a le choix. Oui. Sur YouTube, on n'a pas vraiment le choix parce qu'à partir du moment où il a identifié que c'était vous, il va vous proposer beaucoup de vidéos qui vous plaisent, et pour trouver autre chose, il faut vraiment déployer beaucoup d'efforts. La grande différence, c'est que vous savez que vous êtes dans une boîte et que vous avez ouvert la boîte. YouTube, on a l'illusion qu'on a le choix total et que ce qu'on voit correspond à la réalité totale parce que YouTube, c'est tout. Et or, on a accès qu'à une toute petite surface des choses parce que c'est ce que YouTube nous propose. Et donc, en fait, c'est l'illusion, la différence. C'est-à-dire que là, c'est pas plus vertueux, mais au moins... Dans mon rapport à ce que je consomme, je sais que j'ai choisi d'avoir cette boîte-là et pas une autre. Voilà. C'est très différent, en effet. Et ça change quoi pour les consommateurs, entre guillemets, les gens qui veulent regarder? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que si je veux juste m'amuser et lancer une vidéo et voir un peu ce qu'on me propose, voilà, enfin, en termes d'usage, c'est un peu différent ou est-ce qu'on fait tout pareil? Alors, si votre usage, c'est je veux aller voir la dernière vidéo de tel vidéaste que j'aime bien, ça ne changera strictement rien. C'est-à-dire qu'au lieu de taper youtube.com dans votre navigateur, vous taperez un autre nom comme skepticon.fr ou comme n'importe quel autre, Altube, tube.killnet, enfin voilà, il y en a plein d'autres. Vous taperez une autre adresse et puis vous irez sur la chaîne du vidéaste, vous cliquerez, la vidéo se lancera exactement de la même manière. On peut s'abonner pareil à la chaîne du vidéaste. Voilà. On a des notifications? On peut s'abonner, avoir des notifications exactement de la même manière. Il y a une petite subtilité, c'est que, alors, comme ce sont plusieurs sites différents, vous pouvez avoir besoin éventuellement d'avoir un compte sur chaque site.
pour pouvoir commenter à cet endroit-là. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas parce que les sites sont aussi fédérés entre eux, c'est-à-dire qu'ils se parlent les uns aux autres. Et donc, dans pas mal de cas, vous vous inscrivez à un endroit et ça vous donne l'accès pour recevoir les notifications, pour pouvoir commenter, etc. sur plein d'autres sites du même genre. Et ça se développe ouais. ou ça reste un peu... C'est au choix de l'instance. Par exemple, nous, sur Skepticon, pour l'instant, vous n'avez accès que à Skepticon parce qu'on n'a pas d'autres instances spécialisées Esprit Critique. On n'en connaît pas d'autres pour l'instant, mais si la tronche en biais monte le sien, on pourra fédérer ensemble. C'est la STEC qui fera, c'est notre asso derrière la tronche en biais. Donc, comme on essaie de rester dans la thématique, on ne fédère pas beaucoup avec les autres. Il y en a qui ont moins une spécialité thématique, donc ils fédèrent avec tout le monde. Et donc, vous avez un compte là, vous avez un compte qui vous permet d'accéder partout. D'accord. Voilà. Et après, donc, je disais ce que ça va changer. Donc, si votre comportement, c'est aller voir les vidéastes que vous aimez bien et aller regarder la dernière vidéo, ça ne changera rien. Vous irez à un autre endroit, c'est tout. Donc, c'est tout confort. Voilà. Il y a un cas qui ne va pas, enfin qui va être plus compliqué, c'est si votre mode de fonctionnement, c'est j'ouvre la page de YouTube, je clique sur une vidéo au choix et je me laisse guider. Ça, cet outil-là n'existe pas. Oui, et peut-être que c'est une très bonne idée que ça n'existe pas. Mais si mon truc, c'est d'écouter de la pop ou du rap ou de la musique classique, il n'y a pas cette offre-là sur les PeerTube. Alors, je ne connais pas d'instance spécialisée pour les musiques, tout ça. Parce que YouTube est devenu le premier site où les gens écoutent. Enfin, c'est de la vidéo, c'est un flux d'informations terrible. On en voit plein d'images et les gens écoutent seulement. Il y a un gaspillage total. Enfin, il y a des bits qui se perdent, quoi. C'est fou. Il existe des logiciels comme PeerTube mais spécialisés pour la musique, qui sont donc un peu plus économiques. D'accord. Bon, voilà. Vive les économies. Il faut qu'on finisse parce que il reste 6 minutes, je crois. Il reste 4 minutes. Alors, un truc sur les droits des gens qui consomment. Parce que nous, on est sur YouTube. Et le problème qu'on a, c'est que si un jour on a un problème de quelqu'un qui nous attaque parce qu'on aurait pris un extrait de France 2 ou parce qu'on a filmé quelqu'un dans la rue puis il voulait pas, machin, il y a des lois en France sur l'accès aux images qu'on peut très bien... Et on peut être dans les clous, mais... En fait, on n'est pas en France, on est sur YouTube. Et les pages sur lesquelles vous regardez les vidéos appartiennent à une entreprise. Et les lois et l'entreprise peut décider à un moment donné de dire votre vidéo, on la retire ou alors on la démonétise. C'est ce qui arrive aux copains qui font des vidéos où à un moment donné, si le mot guerre apparaît dans les mots-clés, YouTube décide que oh non, ça c'est pas top pour ma captologie. Mes annonceurs, les gens qui payent la pub, après ça, donc, du coup, je vous recale la pub sur votre chaîne. Du coup, on a des copains qui font des vidéos sur l'histoire ou sur la politique ou sur ce que vous voulez. Et dès qu'ils abordent certaines thématiques, crac, ils sont démonétisés. Évidemment, ça, c'est le soft power. C'est-à-dire qu'on ne les censure pas, mais si c'est votre revenu de faire des vidéos, vous n'allez pas faire une vidéo en risquant qu'elle soit démonétisée. Donc, il y a tous ces pouvoirs-là. Et on n'a rien, ne pas être soumis à ça, on n'a pas de solution. Est-ce que, hors de YouTube, sur PeerTube ou d'autres, il y a des choses... Alors, le problème, c'est que YouTube étant tellement massif, les gens sont là. C'est pour ça que tu viens ici, parce que les gens sont là. Oui. Plus que sur YouTube, PeerTube. Bah, du coup, c'est inextricable. Alors, est-ce que tu, en 3 minutes, peux expliquer quelle solution tu proposes à ça? Alors, pour le problème de la monétisation, je ne vais pas pouvoir proposer grand-chose parce qu'actuellement, sur PeerTube, il n'y a pas de monétisation du tout. C'est quelque chose qui pourrait être ajouté par la suite, mais actuellement, ça n'existe pas. Pour le problème de tout ce qui est strike et compagnie, on revient toujours sur le même truc. À partir du moment où vous avez une information centralisée, où vous avez tout au même endroit, c'est facile à contrôler. Et on y revient. À partir du moment où vous séparez en plein de petits morceaux, c'est beaucoup plus dur à contrôler. Et ce qui se passe, c'est que les trucs du genre strike automatique ou tout ça, c'est mis en place par YouTube parce que s'ils devaient avoir une modération humaine, c'est-à-dire quand on leur signale un contenu, aller vérifier humainement si ce contenu est vraiment problématique ou pas, il y a tellement de vidéos sur YouTube que pour eux, ce serait ingérable. Et on est une chaîne quand même, on a quand même 160 000 abonnés, on n'est plus une petite chaîne maintenant. C'est très compliqué lorsqu'on écrit à YouTube d'avoir des humains qui répondent. C'est des robots et puis... il y en a, hein, et d'ailleurs, chapeau, parce que ça ne va pas être facile tous les jours, humainement, mais alors du coup, si on sort, ça, c'est résolu? C'est résolu au sens où,
aucune instance Peertube, aucun site de vidéo qui fonctionne sur ce modèle-là n'a pour but de devenir aussi gros que YouTube. Donc, on reste sur des sites qui sont à taille humainement gérable. Et donc, on n'a pas besoin d'aller mettre ce genre de truc automatique en place. S'il y a un signalement, des humains pourront gérer. Et donc ça, c'est quelque chose qui change complètement le rapport, qui fait que on va pas aller bloquer vos trucs automatiques parce que qu'un complotiste a dit non mais ça va pas quoi. Ou parce que Vlad Tapas au piano joue du Bach, Voilà. et que l'algorithme reconnaît Bach et dit non mais ça appartient à à Universal Music. C'est ça. Voilà. Ça nous est arrivé pour de vrai. Hein. Bien, un mot de conclusion. Avant le bonus, il y aura un bonus après pour ceux qui sont sur Internet. Mais un mot de conclusion sur le truc important. Le truc important, reprenez le contrôle, ne laissez pas les gros décider à votre place, et donc venez dans des petites structures qui vont faire la même chose, mais à taille humaine et surtout avec des relations humaines. Ça change fondamentalement tout. Voilà. Et en réalité, ça fait peur, mais ça n'est pas compliqué. Voilà. Faut se jeter à l'eau. Et je suis comme vous, hein, j'y connais rien et j'ai pas envie. Mais bon, des fois, il faut faire un petit effort. Et d'ailleurs, on retrouve de la liberté. Avant le bonus, donc annonce pour le prochain bénéfice du doute, ce sera en octobre. On recevra un mentaliste, c'est le deuxième, c'est pas le même que la dernière fois, c'est Clément, et on vous parlera de comment, on verra comme, enfin l'émission n'est pas encore définie, mais comment on peut démasquer un médium, parce qu'il a fait une vidéo là-dessus, et il a d'autres infos qu'il a récupérées depuis, et c'est assez croustillant de voir un peu comment les gens vous font croire qu'ils parlent aux morts, par exemple, ce qui est une activité éthiquement discutable. Et le 15 octobre, tranchant live en public, on sera amphigalé, c'est de la fac de médecine qui n'est pas très loin d'ici. On parlera du cancer. C'est quoi le cancer en tant que phénomène biologique? Et quand on prend un pas de côté, qu'on regarde différemment, on apprend des choses et c'est fascinant. Alors, ça fait un peu peur, mais c'est fascinant. Et du coup, on a moins peur lorsqu'on comprend mieux les choses. Voilà, c'était le bénéfice du doute sur RCN avec, j'ai oublié, c'est Cyril. Avec Cyril, qui était manette, Thomas qui est derrière, voilà. Et puis Mathieu, bon Mathieu. On vous donne rendez-vous bientôt. Connectez-vous là où il faut. Soyez libres et restez sceptiques. Bye bye. C'est le bonus, donc on prend 10 minutes pour aller au-delà, parce que l'émission, c'est le bénéfice du doute. Alors, si on doutait un petit peu de la position, donc là, tu es en guerre, entre guillemets, gentil, contre les GAFAM, est-ce qu'on peut douter de ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'ils font bien? Alors, déjà, ils ont énormément de moyens, donc oui, ce qu'ils font, techniquement, ils le font très bien. Et ça, c'est... Voilà. Oui. Le mal qu'ils font, ils le font bien, pour reprendre la critique de Richelieu. Ouais. C'est ça. Après, sinon, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que les grosses entreprises, alors les GAFAM, mais aussi les BOF dont on parlait plutôt côté FAI, on peut difficilement s'en passer, en fait. Parce que nous, côté FAI par exemple, actuellement on essaie en France de passer à la fibre optique. Aller déployer de la fibre optique, c'est totalement hors de moyens de la plupart des associations. Parce que ça coûte extrêmement cher. Ouais. Et donc, ce sur quoi on se base, c'est pour dire qu'il faudrait que ce soit posé dans des conditions correctes, c'est-à-dire posé au nom de la puissance publique et que n'importe qui puisse aller s'en servir. Un peu comme les réseaux d'eau, d'électricité. Enfin, je sais pas trop comment ça fait, mais... C'est exactement le même principe. Ça, hein. Et en France, c'est ce qui se passe plus ou moins, enfin c'est ce qui se passe en théorie dans les zones pas denses, c'est-à-dire dans les endroits où c'est pas très rentable pour les gros opérateurs. Ouais. La puissance publique paye et normalement tout le monde peut aller dessus, mais en vrai on constate que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça devrait. Et dans les zones très denses, typiquement les grandes villes, là par contre, la puissance publique a dit vous y allez de toute façon, donc allez-y, c'est open bar et débrouillez-vous, et c'est limite pas régulé, ce qui est assez problématique. Et si sans réguler ça marche bien, il y a plein de gens, c'est la pensée libérale qui dit laissez faire, puisque comme ça il y a moins, c'est plus horizontal et c'est peut-être plus efficace. Ça marche bien, mais ça marche bien à 4. C'est-à-dire que vous avez des cas où vous avez un immeuble, où vous avez dans l'immeuble des abonnés Free, des abonnés Orange, des abonnés Bouygues et des abonnés SFR. Et au bas de l'immeuble, vous avez 4 fibres différentes qui partent. C'est juste débile. Oui, il y a des choses comme ça, j'ai vu. Oui. Et au niveau mondial ? Au niveau mondial, là, on peut retourner plutôt du côté des GAFAM et regarder ce qui se passe typiquement dans les pays pauvres où là, la puissance publique non plus n'a pas les moyens d'encourager des opérateurs.
à monter, à développer du réseau. Et si on regarde beaucoup en Afrique ou enfin dans les pays du tiers-monde, Google et Facebook. Pays en développement ou pays, Ouais. enfin, Oui. il y a une terminologie, il ne faut pas vexer les gens, je ne sais pas comment il faut dire. Je suis pas à jour non plus, mais je crois que c'est des pays en développement. Je crois on voit bien géographiquement où ça se situe en tout cas. Voilà. Dans ce type de pays, Google et Facebook dépensent des tonnes pour aller amener de l'Internet aux gens. Et ce que personne d'autre qu'eux n'est en capacité de faire, en fait. Alors, c'est pas à but humaniste, encore que, mais le fait est que ça apporte du développement et ça apporte de la liberté, et ce que ne pourrait pas faire la FDN. C'est ça. C'est typiquement... Ils le font, c'est très probablement parce qu'ils estiment que ce sera rentable pour eux sur le long terme. Mais aller déployer de la fibre sur un autre continent, c'est totalement hors de portée de petites assos comme nous. Et probablement que les locaux auraient du mal aussi. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que les GAFAM ne sont pas vos ennemis mortels. C'est des gens qui font des choses et qui sont peut-être même utiles, voire indispensables, mais peut-être pas dans ces proportions-là, en fait. Parce que le problème, c'est que quand tout est centralisé, d'un seul coup, on devient fragile. C'est ça. C'est bien qu'il y ait des boîtes qui aient suffisamment d'argent pour entretenir les choses que plein de petites pourraient faire plus difficilement. Donc on a aussi besoin, en fait on a besoin des deux. On a besoin de grosses entreprises qui vont pouvoir faire des choses que nous petits on peut pas. On a besoin de petits pour amener de l'éthique, pour dire que les boîtes faites des choses bien, sinon les gens ont une autre solution vers laquelle se tourner. Il va rester le poil à gratter ou la chose un peu... et un peu d'autocritique. Oui. On est la chaîne de ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez ratées, vous, la FDN ou les alternatives? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites mal et qu'il faudrait améliorer? Il y en a très vraisemblablement. J'ai pas préparé. Question imprévue, je balance. Oui. Est-ce qu'il y a un truc qui est agaçant dans l'histoire de ces structures-là? Est-ce qu'il y a, peut-être, c'est une fédération, mais peut-être que les gens ne sont pas assez fédérés, peut-être que les gens sont un peu trop francs-tireurs de machin, ou est-ce qu'il y a des efforts qui n'ont jamais été consentis, ou est-ce qu'il y a une communication qui est... Le fait de venir ici sur YouTube, j'imagine qu'il y a une partie des gens qui n'aiment pas faire ça, parce qu'ils veulent être totalement séparés, et peut-être que c'est eux qui ont raison, peut-être que c'est eux qui ont tort, mais... Alors, mon point de vue personnel, c'est que c'est important d'être sur YouTube parce que si on n'arrive pas à toucher si on veut que les gens puissent en sortir, il faut les toucher là où ils sont. Donc il faut aller parler aux gens qui y sont, mais effectivement, on a des gens qui ne sont pas d'accord. On a les problèmes classiques de beaucoup d'associations, c'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui mettent énormément d'efforts et puis plein qui sont là mais qui ne font pas grand-chose. Et donc on a des bénévoles qui s'épuisent. Et des fois, on a des assos. C'est la règle des 10 ou 20%. 20%, c'est quand c'est bien. Et on a déjà eu des assos qui ont disparu juste parce que les 2-3 personnes qui les tenaient à bout de bras se sont finies de s'épuiser. Et donc, voilà, ça, c'est pas chouette. Attention au burn-out partout. Voilà. On a, dans la fédération, on a des petits problèmes organisationnels qu'on essaie de régler petit à petit parce que se coordonner à 30 assos, on n'est pas 4000 actifs, mais au nombre qu'on est, c'est pas toujours évident. Et donc, voilà, ce qu'on pourrait faire mieux, c'est essayer de s'organiser un peu mieux. Mais d'un autre côté, on essaie d'expérimenter des nouvelles manières de fonctionner. Donc, quand on expérimente, c'est normal que des fois, on se plante. C'est forcément plus compliqué que lorsqu'on est installé dans des grands locaux et des grands bureaux et que sur une décision, on a 1000 personnes qui se mobilisent. Là, forcément, c'est... Voilà. Donc, vous avez les inconvénients, des avantages que vous avez, quoi. C'est ça. Bon. Et je ne peux que souhaiter que ça se développe. Alors, nous, à notre échelle, en termes d'autocritique, on n'est pas sur Peertube parce qu'on voudrait bien créer une instance pour être autonome, parce qu'on s'est rendu compte pour diverses raisons que c'était compliqué parfois voilà. Et on n'a pas les compétences en interne, ou en tout cas les gens compétents sont très occupés, burn-out, 10%. Voilà. Et donc on est conscient, et on n'est pas sur YouTube parce que ça nous plaît, mais parce que c'est là où c'est plus efficace. Donc on a aussi, nous, notre part de contradiction. Mais oui, on participe en faisant cette émission, en essayant d'évoquer le sujet dès qu'on peut sur les logiciels libres et sur certains des GAFAM. Les GAFAM ne sont pas nos ennemis, mais c'est des partenaires qui sont trop puissants. Et dans leur propre bien à eux, peut-être qu'ils ont trop de pouvoir pour pouvoir le gérer. Je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que les géants
Internet avait anticipé tout ce pouvoir et qu'ils le voulaient. Alors, une fois qu'ils l'ont, ils l'usent et peut-être qu'ils en abusent, mais peut-être que si ils étaient moins puissants par rapport et qu'il y avait plus de concurrence ou peut-être plus d'équilibre dans les pouvoirs, ils seraient les premiers à en tirer bénéfice pour eux en tant qu'être humain, en fait, peut-être. Là, c'est mon côté optimiste qui parle. Voilà. En tout cas, c'est des sujets dont il faut s'emparer parce que sinon, ceux qui s'y connaissent et qui ont intérêt s'en occuperont pour vous. Hein. Voilà. Eh ben, Hélène, merci d'être venu de Lyon, si loin. Il est parti à 6 heures de Lyon, il est fou pour l'émission. C'était terrible, pas scandaleusement tôt. C'est totalement bénévole, merci beaucoup. Et merci encore à RCN, et on vous dit à bientôt.